c'est intervenu à un moment où on commençait tout juste ce projet et où on n'avait pas d'argent du tout. Moi, je n'ai pas de fortune personnelle qui me permet de financer un travail qui va durer 10 ans. Ce sont des photos qui sont strictement confinées à la région Indre-et-Loire, la région administrative. C'est amusant parce qu'il y a 2-3 régions naturelles qui débordent hors de l'Indre-et-Loire et dont on a dû ignorer, là par contre, les limites, mais ça c'est purement administratif en effet. On a une autonomie financière qui est beaucoup plus... qui pérennise en fait le projet, qui nous permet d'envisager de le terminer d'une manière qui est beaucoup plus certaine que quand on a commencé, où chaque mois, chaque région était une sorte de numéro d'équilibriste très compliqué. Parce que même si ce n'est pas un travail qui coûte très cher, on le finance entièrement. Quand je dis on, alors c'est la deuxième chose très importante, c'est qu'on est deux à réaliser ce travail. Je le réalise avec Nelly Monnier, qui est ma compagne, et avec qui on est aujourd'hui tous les deux de l'Atlas des régions naturelles. Mais quand ce projet a été initié il y a 3 ans, ce n'était pas encore le cas. Donc on a gardé cette identité Éric Tebuchy parce que c'était le projet tel qu'il était monté, qu'il a été retardé par tout un tas d'événements, dont évidemment la Covid. On a 2 ans de retard. Maintenant, on a chacun notre appareil, on a chacun nos petites obsessions, et surtout dans la complémentarité de nos 2 regards, qui fait que dans un travail qui dure 10 ans, forcément, il y a des instants de lassitude qui peuvent s'installer, et le déclic dans le regard de l'autre permet de faire ce petit pas de côté qui régénère en fait le projet, qui le déplace dans un nouvel espace. Donc ça, c'est important parce que ce ping-pong permet d'entretenir une sorte de fraîcheur et de spontanéité et d'enthousiasme. Donc oui, c'est important vraiment au niveau du fait qu'on a 2 visions qui sont assez différentes, qui sont très complémentaires, mais en même temps qui des fois sont antagonistes, et les discussions, les négociations qui ont lieu sur certaines images sont plutôt enrichissantes que... Ça fait beaucoup de kilomètres tout ça, hein. Saint-Patern d'un côté, Preuilly de l'autre côté, c'est que vous avez dû passer du temps quand même. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça fait... on a tendance à considérer à corréler le temps et l'espace. On passe beaucoup de temps en voiture, mais on fait très peu de kilomètres. Google a calculé notre temps de trajet l'année dernière, c'est 13 km/h en moyenne. Donc on va grosso modo à 2 fois la vitesse d'un piéton. Mais on a un nombre d'heures de route qui est considérable. On passe à peu près 12 heures par jour sur la route, 1 jour sur 2 dans l'année. Donc voilà, le calcul est assez rapide à faire. Mais on fait peu de kilomètres. C'est-à-dire qu'on est très lent. On avance un peu à la vitesse d'un cycliste. D'un cycliste lent déjà. Donc oui, on fait peu de kilomètres, mais on roule beaucoup. Et il y a beaucoup de temps sur les cartes en amont? Peu de temps sur les cartes en amont. En aval, beaucoup de temps sur les cartes. Mais dans un premier temps, on essaye d'arriver très spontanément dans un territoire en étant le plus dégagé d'a priori ou d'idées de parcours ou de choses qu'il faudrait voir. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet sur le long terme. Et se couper de la surprise, de la découverte, le plaisir de la découverte nourrit beaucoup le projet. C'est vrai que l'étude d'un parcours ou d'une carte est déjà les prémices d'une élaboration mentale du territoire qu'on essaye d'éviter. Après le premier voyage, on a toujours une sorte de briefing pour voir qu'est-ce qu'il faudrait déduire de ce qu'on a vu et dans quelle direction il faudrait aller. Et comment. Ni Nelly Monnier ni moi sommes des scientifiques. On a
pas d'ambition ni sociologique ni historique précise, mais quand même, dans notre idée, chaque groupe de photos doit refléter au moins substantiellement la nature de chaque région. Vous avez un protocole spécifique ou pas du tout On a un protocole spécifique qui va vous apparaître en tournant dans le lieu. C'est que chaque objet doit être entièrement contenu dans l'image, ça c'est très important. Ce qu'on fait, c'est un catalogue d'objets architecturaux. Si on reçoit un catalogue de VPC, de la Redoute ou des Trois Suisses, on veut acheter une perceuse, on voit la perceuse. On veut acheter des chaussettes, on voit les chaussettes. On veut acheter une cafetière, on voit la cafetière. C'est un contrat qui est implicite entre la personne qui consulte le catalogue et la personne qui les vend, qu'on doit voir l'objet entièrement dans l'image et uniquement l'objet. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire que l'objet soit entièrement visible et le moins parasité par son environnement. Le protocole, c'est l'objet entièrement contenu dans l'image avec le moins de perturbations possibles autour. Et c'est déterminant, c'est vraiment déterminant parce que peu d'objets sont isolés. La nature du tissu urbain ou du tissu rural fait qu'il y a toujours une imbrication du bâti dans d'autres bâtis et la difficulté d'établir ce catalogue d'objets, c'est justement de sélectionner, de trouver des objets qui sont isolés de telle façon qu'on est dans une sorte de vision assez utopique et enfantine. Moi, je me réfère toujours au jeu SimCity, qui était un jeu très à la mode dans les années 2000, qui consiste à construire une ville à partir de briques élémentaires qui sont un hôpital, une école, et on a tout un catalogue d'objets architecturaux qu'on déplace dans le paysage et on voit comment ils interagissent et comment ils arrivent à prospérer ou pas. Et ce qu'on essaye de faire, c'est ce catalogue de tous les objets fonctionnels de la grange, du garage, de l'usine, etc., d'une manière qui est suffisamment descriptive et isolée pour que mentalement on puisse après recomposer un paysage à partir de ces différents objets. On respecte beaucoup à cause de la lumière, c'est notre grande... c'est notre grande... Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a aucune image qui est ensoleillée, qui est bleue, ça y est, on n'a pas de relief, c'est complètement, c'est fait exprès. Le principe du soleil, c'est que quand on se promène quelque part, on l'a soit de face, soit dans le dos. Ouais. Et si on fait un travail qui va durer 10 ans et qu'on doit faire que les photos qui concernent les choses qui sont exposées correctement, c'est-à-dire avec le soleil dans le dos, il faudrait 20 ans pour réaliser le même travail. Oui. Donc, notre obsession première, c'est de concilier les facteurs lumineux avec les facteurs du temps. Et évidemment, un ciel gris nous permet d'avoir une vision à 360 degrés. Déjà, si on arrive à trouver un objet comme celui-ci, isolé, imaginons qu'on arrive au moment où le soleil est pile en face, on va devoir revenir. Et cette contrainte-là est tellement forte que, évidemment, le soleil est un peu notre ennemi. C'est une volonté de votre part, justement, de voir ce ciel un peu voilé ou un peu gris. Tous les aviateurs de la Seconde Guerre mondiale le connaissaient parfaitement. C'est que la première chose à faire pour un avion de chasse, c'est de se mettre le soleil dans le dos. Et d'une certaine manière, on est un peu comme ces chasseurs. On doit toujours avoir le soleil dans le dos. Or, on ne tourne pas avec le soleil. Souvent, on roule avec le soleil en face. Ça produit beaucoup de gêne chez beaucoup de gens qui considèrent qu'on est des photographes du gris, d'un monde sans relief et d'un monde sans lumière. Moi, ce que je dirais, c'est que quand l'analogie que je faisais au catalogue de VPC,
c'est que quand on fait du packshot, c'est-à-dire qu'on photographie des objets en studio, on les éclaire d'une manière qui est la manière optimum, et on essaye de recréer en fait chaque photo qu'on voit ici pourrait être quasiment prise en studio. Enfin, j'ai une culture de l'image qui est très forte, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les images. Je suis quelqu'un qui a grandi dans un environnement particulier avec un père japonais et une mère danoise qui parlaient assez mal le français. Et d'une certaine manière, j'ai appris le langage à travers le grand livre des mots, qui est un livre qui contient plein d'objets qui sont nommés. Et cette référence, qui est une référence très enfantine, est peut-être la référence la plus forte, c'est-à-dire ce travail-là est notre grand livre des mots, c'est-à-dire un monde où chaque chose serait nommée. J'adore quand un objet comme ça, il y a écrit café. Et c'est un café, il y a écrit café. Et je trouve dans cette... le monde, pour moi, le monde idéal serait un monde où chaque objet porterait sa résolution des sinistres. Piscine, j'y t'aime. Alors j'y t'aime, c'est évidemment une blague parce que chaque fois qu'on voit un j'y t'aime, je regarde ma compagne et je lui dis j'y t'aime. Et ça fait partie de ces petites choses qui nourrissent la vie commune. Ça m'arrive d'attendre que quelqu'un rentre dans le champ, mais il y a franchement très peu de monde. Dans cette photo, il y a quelqu'un. Alors, Des petites oreilles. c'est notre grande crainte, c'est d'être agressé physiquement. Moi, j'ai perdu un appareil photo qui a terminé dans un étang. Il nous arrive d'avoir des ennuis. Il y a beaucoup de grands mythes du photographe qui traînent. L'Atlas des régions naturelles fonctionne selon un principe d'abscisse et d'ordonnée. Ici, pour cette exposition, le point de vue qui a été favorisé, c'est le point de vue horizontal, c'est-à-dire la ligne qui décrit une géographie. Verticalement, c'est un principe de thématique. Deux photos, par exemple, sont des publicités murales. C'est les deux seules publicités murales qui figurent dans ce prolongement géographique, mais il faut resituer le travail qui est monté ici dans son ensemble, c'est-à-dire l'Atlas des régions naturelles qui couvre toute la France. Et si on s'intéresse aux publicités murales, à ce moment-là, on va avoir toutes les publicités murales qui concernent le territoire français. Évidemment, comme ce sont des territoires assez petits, la partition verticale est limitée parce qu'il n'y a pas 1000 stations d'essence abandonnées dans le Val-de-Loire-Tourangeau, mais si on clique sur le site sur stations d'essence abandonnées, on va avoir toutes les stations abandonnées. Ce qui fait que l'Atlas des régions naturelles met toujours en vis-à-vis la question du géographique et la question du thématique, la question du vertical et de l'horizontal, la question de l'harmonie et de la mélodie. On va dire que aujourd'hui, on a un accrochage qui est mélodique, qui favorise la progression des notes dans l'espace, mais les harmonies sont importantes, c'est-à-dire qu'on a trois bâtiments commerciaux contemporains vus de face. On a 2 peintures publicitaires, on a 3 bâtiments associés à la production du vin. Dans la manière contemporaine d'aborder non seulement le territoire, mais la vie, c'est-à-dire l'idée d'aller droit au but, d'être efficace, imprègne tellement nos existences que le principe de tourner autour d'un objet, de l'aborder par la périphérie, devient presque anachronique. Et je crois que c'est une des raisons d'être de ce travail, c'est de remettre la périphérie au centre.
enfin, d'essayer de remettre la périphérie au centre. Ça me fait drôlement plaisir de te voir. Fallait bien quand même un jour. Ça fait tellement longtemps. Et quand tu écris les textes, toi, c'est le soir même souvent quand tu... Non, je suis pas du tout. J'ai pas la plume facile. Du coup, Excuse-moi, tu dis que t'as pas la plume facile, mais tes textes à chaque fois, c'est pas un exercice systématique? Non. J'ai besoin d'un peu de temps et toujours de. Je suis pas assez discipliné pour. Ouais, mais chaque fois quand tu fais des textes, justement, on découvre ce qui vous est arrivé. Écoute, moi je suis l'héritier de mes origines confuses, d'avoir choisi le français. Moi, je l'ai pas choisi, et donc je me sens doublement tributaire envers cette langue. Mais depuis qu'ils ont lancé leur groupe Facebook, là, c'est quotidien. C'est incroyable. On est quand même 2000 maintenant à suivre au jour le jour. L'Indre-et-Loire je devais avoir 6-7 ans. C'était dans l'atelier Calder. J'étais petit et mon père avait été invité, je ne sais pas pour quelle raison, mais toujours est-il qu'on est allé chez Calder et on est rentré dans le bâtiment qui était une grande serre au milieu de laquelle il y avait un billard et Calder était en train de préparer un coup de billard. Et on est rentré tout timide, silencieusement, très impressionné. Il était plus jeune à cette époque, c'était une sorte de colosse rougeoyant comme ça, qui consommait le vin régional en quantité, je crois, assez. Et donc, le voir jouer au billard, c'était déjà rétrospectivement un truc assez spectaculaire, mais je me souviens très bien que c'était ultra religieux, cérémonieux, qu'il a tiré son coup, puis que, comme on dit, vulgairement, il s'est retourné vers nous. Il n'était pas très satisfait, je crois, des conséquences de son tir, mais après, il s'est un peu adressé à nous. Mais manifestement, cet homme qui faisait des choses en équilibre, il était tellement colossal. Enfin, moi, j'étais petit, mais j'en garde le souvenir d'un homme énorme, comme ça, et le décalage entre l'idée de l'équilibre et de la finesse de ces équilibres et de ce personnage. Quand je suis revenu dans l'Indre-et-Loire, je me suis remémoré cette anecdote caldérienne, sympathique. Et j'ai essayé de photographier cette très belle sculpture qui est, je ne sais plus où, sur une place de village, mais il y a toujours des voitures autour. Et s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est les voitures autour du C'est sûr. À côté de ça, juste avant, il y a ça. Ah ouais, moi je l'ai Juste vu, avant, dans le bois, et juste avant. Et ça, c'est un des plus bels environnements qui mélange la sculpture, la peinture. C'est un terrain de paintball. Mais on est vraiment dans un environnement absolument onirique, et complètement merveilleux. Et c'est juste à côté, ce qui fait qu'on peut vraiment faire d'une pierre deux coups, à la fois la petite station et C'est vrai qu'elle est très intrigante. C'est vrai qu'on a tout. Et ça, j'ai failli l'acheter. Oui. C'est une histoire très drôle parce que les propriétaires de la station sont
les propriétaires de l'ancienne vraie station-service, qui est aujourd'hui un club échangiste. Et quand j'ai demandé au maire à qui appartenait la station-service, ils m'ont dit « Oh, vous allez voir, c'est un peu spécial. » Donc quand j'ai été toqué à la porte des propriétaires, ils m'ont dit « Ah non, 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 nous, notre commerce est un commerce déjà très discuté dans la région, alors si vous commencez à faire des fantaisies avec notre station-service, ça va attirer le regard et la publicité pour nous, c'est un très mauvais biais de communication. » Merci à vous. Qu'est-ce que tu fais? Tu traînes un peu ou tu...